Bonjour Alexis Coscout, on est ravi de vous accueillir pour ces trois questions à un auteur. Pour présenter votre article dans le numéro 417 de La Pensée qui s'appelle Turbulences européennes et le titre de l'article c'est Politique industrielle européenne et crise de la mondialisation. Alors première question, votre article montre que les évolutions de la stratégie industrielle de l'Europe ne tiennent pas seulement, comme on le dit souvent, à des exigences environnementales, c'est-à-dire. Bonjour Stéphane Bonnery. Merci tout d'abord d'avoir publié mon article et maintenant de m'interroger. Oui, une précision quand même. On parle souvent de politique environnementale pour ce qui a trait à la politique industrielle pour deux raisons. Euh, ou les questions vraiment la protection de l'environnement. Et donc là, le débat c'est est-ce que la politique industrielle change parce qu'il y a le Green Deal et parce que on a envie de mieux protéger l'environnement? Ou alors la politique environnementale, ce qu'on appelle politique environnementale, c'est aussi par opposition à ce qu'on appelle la politique verticale, où l'État décide des champions industriels, c'est une politique qui joue sur l'environnement de marché. Et là aussi, se pose un débat actuellement de dire oui, mais il y a plus d'investissements directs, plus de direction qui est mise. Donc, est-ce qu'on est face à un changement cardinal pour ces deux raisons? Est-ce qu'il s'agit juste de protéger l'environnement? Je ne le crois pas. Il y a une vraie question qui se pose, tout simplement parce que si on épuise les ressources, on épuise la production. Ça, c'est clair. Il y a également ce qu'on a appelé, et je crois qu'on y reviendra plus tard, à la fin de la naïveté. Euh, Est-ce que c'est juste ces deux, est-ce que c'est juste sous l'effet de ces deux considérations que la politique industrielle européenne est en train de changer? Je pense pas. Je pense que la politique industrielle est en train de changer pour deux raisons majeures. Premièrement, le modèle historique qui a été d'exporter la production des biens à faible valeur ajoutée en Asie, notamment en Chine, pour que ça revienne, ensuite en Europe, et que l'Europe se spécialise dans la haute industrie, s'effondre. Elle s'effondre d'abord parce que la production en général industrielle est complètement passée du côté du sud-est asiatique, premièrement, et que deuxièmement, euh, la Chine et d'autres puissances asiatiques maîtrisent maintenant, plus que l'Europe, voire mieux que l'Europe, la production euh, de biens à haute valeur ajoutée. Deuxième raison majeure qui est liée, c'est que l'Europe perd non seulement des parts de marché, ça c'est une raison qui est très connue, mais surtout l'Europe perd deux choses. Un, elle perd des parts de marché vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis des États-Unis. Mais deuxièmement, l'Europe perd actuellement la maîtrise même des conditions de production et de distribution des marchandises industrielles. Et ça, c'est vraiment nouveau pour les décideurs européens. Et ça, c'est vraiment inquiétant pour les décideurs européens. Je donne deux exemples. Sur tout ce qui est l'innovation, donc la maîtrise des brevets, des nouvelles productions, l'Europe est à la traîne dans les productions les plus intenses en innovation, donc les plus importantes. Deuxièmement, sur euh, les infrastructures de la mondialisation, donc les moyens d'échange des marchandises, les ports, les infrastructures énergétiques, les grandes infrastructures ferroviaires. Là, l'Europe n'a plus la maîtrise de ces grandes infrastructures du commerce international, et donc c'est une catastrophe pour son industrie. Alors, il y avait eu la stratégie de Lisbonne 2000 qui qui aujourd'hui a été remplacée par la stratégie Europe 2020. Qu'est-ce que ça signifie comme réorientation stratégique et quelles causes sont derrière? Alors, elle a été remplacée en fait il y a une dizaine d'années par la stratégie Europe 2020 dans laquelle on est, et une nouvelle stratégie arrive. Bah, enfin, ce à quoi je réfléchis dans l'article, c'est la différence principale, elle réside dans, euh, allez, je vais dire une différence principale et demie. La première différence majeure, c'est que il y a toujours eu, depuis la stratégie de Lisbonne, donc en 2000, euh, la compréhension selon laquelle l'Europe devait investir plus quantitativement et plus qualitativement dans la R&D. Pourquoi? Parce que on avait compris depuis longtemps que l'Europe était largement à la traîne dans le domaine. En revanche, là où il y a une différence majeure, c'est que la stratégie de Lisbonne était principalement
focalisé sur les investissements privés. Et là, on est dans une mutation de la production capitaliste où on va rechercher de plus en plus des financements publics, adosser la production industrielle, et pas seulement industrielle, au financement public, aux aides publiques, aux aides d'État. Dans l'article, vous retrouverez, si vous allez regarder toute une série de graphiques et de données très précises qui montrent qu'il n'y a jamais eu autant d'aides d'État données et que on en parle beaucoup de ces 5 dernières années, mais le phénomène est constant depuis 2008 et en réalité 2006. Pourquoi 2006? C'est une date qui est souvent prise en compte parce que peu connue et pourtant, depuis 2006, l'intensité de la mondialisation économique décroît, c'est-à-dire l'intensité des échanges économiques décroît et on a un phénomène de renforcement de la concurrence entre puissances et du recours au soutien public pour gagner des nouvelles parts de marché dans cette compétition internationale. Et alors, dans ce contexte, quel rôle joue la stratégie commerciale de l'Union européenne? Eh bien, ça, c'est assez intéressant et assez novateur, mine de rien. Euh, un préalable peut-être, oui, il y a une transformation extrêmement importante et intéressante de la politique commerciale européenne, mais celui-ci ne peut être compris isolément. C'est-à-dire que vous avez, et notamment aux États-Unis, un développement extrêmement important des outils de protection commerciale qui se développent. Et vous avez même maintenant, je vous avais dû le voir récemment, une volonté de contrôler non seulement les investissements étrangers aux États-Unis, mais également les investissements américains vers l'extérieur qui vont être aujourd'hui contrôlés, encadrés, si ce n'est interdits, donc vis-à-vis de la Chine. Donc oui, il y a ça en Europe, mais c'est vrai aux États-Unis et c'est vrai d'ailleurs en Chine. Hein, en 2016, si je ne me trompe pas, vous avez une décision importante de contrôle des capitaux, de l'export de capitaux en Chine, qui a eu une influence certaine sur la balance des paiements et la balance des investissements dans le pays. Donc aujourd'hui, vous avez une floraison des instruments de défense commerciale en Europe. Deux, vous avez une volonté de lier ça à la question environnementale, c'est vrai. Je pense à ce qu'on appelle la taxation le CBAM, si vous voulez, la taxation en frontières. Euh, et il y a des outils qui sont assez nouveaux et qui sont intéressants, qui sont par exemple sur ce qu'on appelle les subventions étrangères. C'est-à-dire qu'avant, et c'est malheureusement d'ailleurs bien connu en Europe, où il y avait une interdiction de principe des aides d'État par les États européens, avec des exceptions, hein, et bien maintenant, la même chose va tenter d'être appliquée aux subventions qu'on peut considérer comme injustes données par les États. Donc les premières décisions sont tombées, c'est intéressant. Et dernière chose qu'on peut mentionner, c'est une explosion des procédures anti-dumping. Maintenant, et c'est un peu la conclusion de l'article, tout va être une question de volonté politique. Par les institutions européennes, mais surtout, n'oublions jamais, par les différents États membres qui la composent et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Euh, je renverrai à titre de conclusion aux différences qui peuvent exister entre la France et l'Allemagne dans leur position vis-à-vis de la Chine. Merci Alexis Koskoun. On retrouvera les détails dans l'article qu'on peut se procurer soit auprès de la Fondation Gabriel Péry sur son site pour la version imprimée, soit sur la revue Kern. Merci, au revoir. Au revoir.